Sophie Brusso en interview pour Confidence. Tu peux clapper. Bonjour à tous et bienvenue dans Confidence. Vous êtes sur CMTV et aujourd'hui j'ai un plaisir immense de recevoir une personnalité que j'attends sur mon fauteuil depuis 7 ans. Pour une fois, elle est à Paris, elle me fait l'honneur de venir se confier pour la première fois dans mon émission. Sophie est une artiste au talent immense, c'est une maman en or. Du coup, ça fait trop plaisir de la recevoir dans Confidence. Comment vas-tu, Sophie? Très bien, et toi, Siam? Ouais, ça va. Sophie Brusso, Sophie Knows Better sur Instagram. Oui, c'est ça. C'est rigolo comme nom, ça. Oui, petit jeu de mots. Sophie, ça veut dire sagesse et connaissance en grec. Donc, c'est mes petites blagues en interne qui me font rire à moi toute seule. Sophia, ouais, c'est le savoir, la connaissance. Oui, c'est ça, philosophie, l'amour de la sagesse. Oh, j'adore. Voilà. Mais écoute, bienvenue. Toi, tu es une personnalité publique et également, tu fais de l'art, tu es artiste. On va apprendre à te connaître plus intimement, on va partir de l'enfance. Donc, raconte-moi un petit peu ton enfance, comment ça se passe. Il me semble que tu es fille unique. Oui, fille unique. J'ai grandi en France, de la région parisienne à la base, à Bordeaux. Mes parents, ça fait 40 ans qu'ils sont toujours ensemble, qui s'aiment très fort. Je suis leur fille unique. Tu as grandi à Paris, après vous êtes partie à la campagne, à Bordeaux. Oui. À Bordeaux, je ne sais pas si c'était à la ça. campagne, parce qu'il y a la ville et vraiment il y a la campagne. On était à la campagne. Ah, ça tue. Oui. T'étais comment quand tu étais petite? Tu faisais des bêtises ou tu étais plutôt calme? Je pense que pendant longtemps, j'ai dit que j'aurais jamais d'enfant de par l'adolescence et tout, mes pauvres parents. Ouais. Genre ado rebelle? Ouais, un peu, ouais. Ah ouais, ok. C'est pas grave, on se range en tant qu'adulte après. Ouais, c'est ça. C'est quand que l'art est rentré dans ta vie? Quand je suis arrivée aux États-Unis, alors moi j'étais serveuse bartender dans un strip club à Queens, à New York. Ouais. Oui. Et je gagnais tellement d'argent que durant mes jours de repos, je commençais à peindre. Et puis, de fil en aiguille, j'ai commencé à peindre mes tableaux. J'ai toujours dit que d'ici 25 ans, il faudrait que j'ai trouvé exactement ce que je voulais faire parce que sinon, après, l'argent facile, tu t'habitues, tu as du mal à sortir du milieu un petit peu. Mais c'est ça qui m'a donné l'opportunité. C'est là où je me suis rendu compte, en fait, j'aime vraiment faire ça. Et après, je faisais des expositions un petit peu partout dans le monde. Pour la petite anecdote, le tout premier tableau que j'avais vendu, c'était... Déjà, quand j'étais aux États-Unis, donc j'étais bartender, mais aussi j'étais dans des clips, je faisais des magazines, des trucs comme ça. Il y avait Busta Rhymes, il m'a toujours soutenue à l'époque. J'étais dans ses vidéos, enfin, il habitait à New York, j'habitais à New York, et un jour il me demandait, il me disait « Ah, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ?» Je dis « J'ai peint ». Il me dit « Ah, montre-moi ». Il m'a dit « Ok, super, j'achète ». Et c'était ma première vente, voilà. C'était ton premier client là, c'est pour ça, tes voilà. peintures, J'avais trop bien. 20 et quelques années. Et après, du coup, j'ai commencé à faire des expositions un peu partout dans le monde. Et voilà. C'est là où je me suis rendu compte que c'était vraiment ma voie. C'était vraiment ça que je voulais faire. Que ça pouvait être un métier parce que peut-être avant, tu n'avais peut-être pas cette perspective. Non. Parce que se dire voilà, je peins, c'est mon passe-temps, mon hobby. Est-ce qu'un jour est-ce que je vais vivre de ça un jour? Juste avant de partir aux États-Unis, raconte-moi un petit peu, tu as fait quoi comme études, comment ça se passait en France? Bac littéraire, classe européenne, les langues étrangères, c'était mon truc. Ouais. Du coup, BTS commerce international, comme toute personne qui ne sait pas vraiment quoi faire, on va dans le commerce. Pareil, voilà, non, mais c'est ça en fait. Puis voilà, donc du coup, je parlais français, anglais, espagnol, j'avais fait l'allemand aussi, donc toujours un petit peu bonne dans les langues. Mais... Et après, pourquoi t'es partie aux States? Pourquoi? T'avais envie de découvrir ou c'était dans le cursus scolaire? Non, j'avais envie de changer de quelque chose. J'avais essayé l'Angleterre, ça n'avait pas très bien marché. J'avais envie d'indépendance un petit peu, j'avais pas envie de continuer à faire des études, mais je savais pas vraiment quoi faire. Et une fois que je suis arrivée là-bas, je suis tombée amoureuse. Et tombée amoureuse de la culture, de la ville, oui, voilà. Puis même après, en grandissant en France, en tout cas,
à mon époque, c'était pas, enfin, je veux dire, mes formes, c'était pas forcément quelque chose qui était... En France. En France, ouais. C'est vrai. Bah oui, c'était... L'adolescence, c'était pas facile à ce moment-là. C'est vrai, t'as eu Ouais. des critiques et tout ça, t'étais complexée? Bah oui, enfin, de toute façon, c'est pas un âge... c'est un âge un peu ingrat quand même, mais c'est vrai que du coup, je suis arrivée aux États-Unis où là-bas, d'un seul coup, la vérité, la première fois, quand on m'avait dit, oh, est-ce que t'es mannequin et tout, je disais, ah, mais arrêtez de vous moquer, c'est méchant et tout. J'avais pas compris, en fait, j'avais pas capté qu'il y avait... que c'était une toute autre culture. Donc du coup, j'étais dans un endroit où bah, voilà, je suis partie totalement à l'opposé. Comme je dis, voilà, j'étais bartender dans un strip club. Et puis, bon, en France, c'était pas forcément très accepté. C'est sûr que bah, même vis-à-vis de mes parents, les pauvres, c'était pas ce qu'ils imaginaient pour leur fille. Ouais, parce qu'ils se disent, voilà, elle a fait ces belles études-là, pourquoi Non. elle va à New York Ouais, être ouais, bartender c'est ça. Puis et en tout ça. Après, plus, c'est une expérience de vie, quoi. oui, ton oui, c'est cheminement ça. de vie. Et puis j'ai travaillé dur, j'ai découvert mes limites, j'ai Bien découvert... sûr. Parce Voilà. qu'on a dû te proposer plein de fois d'aller danser ou des trucs comme ça. Ou... Ouais, ouais, puis je savais Ouais. que de par expériences passées, personnelles, qui n'ont rien à voir avec le milieu d'ailleurs, je savais que c'était pas pour moi. Mais quoi qu'il arrive, non, je sais pas. Moi, je me suis amusée, j'ai gagné de l'argent. J'ai vu ce à quoi j'étais bonne, même vis-à-vis du relationnel. Bien sûr, le social et J'ai établi un carnet d'adresses. On stigmatise beaucoup les femmes d'aller dans ce genre de milieu où, franchement, je t'explique même pas les conversations, enfin les amis d'enfance, les trucs comme ça. C'était... J'ai pas besoin de t'expliquer, t'es partie aux États-Unis, toi aussi, Ouais, bien tu sûr, sais. ouais. On parle pas des hommes qui vont dans ce genre d'établissement Bien sûr. et ben moi j'ai passé un super bon moment. Ouais. Et surtout que je pense que j'ai bien capitalisé pendant 2-3 ans, j'étais dans ce truc-là. J'ai toujours dit à l'âge de 25 ans, c'est fini, je remue plus mes fesses pour de l'argent, c'est fini. Mais après, c'est quelque chose aussi... Je sais d'où je viens, je sais qu'est-ce qui m'a mis sur la voie. Et c'est d'être passée par là qui m'a vraiment fait réaliser ce que j'aimais faire, ce que je voulais faire, et de m'affirmer. Parce que au final, les stages en banque, les trucs comme ça, c'était pas moi. C'était vraiment pas moi. Moi, je suis allée étudier aux États-Unis, j'étais à Philadelphie. Et c'est vrai que, bon, moi, c'était vraiment très théâtre, école. Tu vois, j'avais mes petits trucs, je faisais mes petits castings et tout. Après, j'ai eu cette émission sur NBC où je suis partie à Los Angeles. Mais c'est vrai que la perception que les gens ils ont en France de toi, tout de suite, ouais, elle est partie aux États-Unis, elle fait ci, elle fait ça. Ils s'inventent, ils se font leur propre film en fait. Alors que non, tu es juste là, tu fais ton argent. Ouais. C'est une autre culture, c'est quelque chose de différent. Tu vas au strip club à Paris, c'est glauque quoi. Ouais, c'est vraiment glauque, alors qu'aux États-Unis, tu vas entre copines. Tu vas entre copines un vendredi soir que tu sais pas quoi faire, bah viens, on va aller manger. Tu sais qu'il y a des super chicken wings. C'est un spectacle en fait, plus qu'autre chose. Et je sais pas, c'est une atmosphère différente. Après, en te disant ça, je suis pas sûre de le refaire maintenant, à l'heure d'aujourd'hui. Oui, mais c'est sûr que maintenant, à 20 ans, on fait pas les mêmes choses que quand on a 30 ans. C'est ça. Ce que je veux dire. C'est vrai que, voilà, moi, je suis beaucoup plus casanière. Je sais pas, toi, de ton côté. Non, voilà, je suis en mode, voilà, vraiment, pas du tout. Là, on est un peu plus folle à 20 ans. C'est ça. Et tu fais des plans avec moi le mardi, déjà le vendredi, je regrette de les avoir faits. Ah ouais, bah ouais, c'est ça. C'est ça, normalement, le vendredi soir, je suis dans mon bain à 20h, j'ai mon masque sur le visage, j'ai mon livre, j'ai mes bougies en train D'ailleurs, quand elle est venue, là, on a make-up artist. C'est ça, j'avais déjà les masques, elle avait les petits patchs. Sous les yeux. Ok, bah écoute, moi, j'avais vu ça, j'avais vu que tu avais fait des photos, tu es dans les magazines, donc tu as fait des clips aussi. Ouais. Direct, dès qu'ils ont vu ton corps, ils étaient fans, quoi. Ouais, et puis je t'avoue qu'après plus d'une dizaine d'années à entendre qu'il faut que je me mette au régime, que ci, que ça, bah, ça faisait du bien. Pour une fois, j'arrivais dans un endroit où les gens, ils payaient pour avoir mon corps, alors que moi, ça faisait plus de 10 ans que je me disais, peut-être qu'il faudrait que je fasse une liposuction, peut-être qu'il faudrait que je fasse ci, que je fasse ça, si ça part pas. Je me rappelle même quand... parce que ma mère, elle m'amenait faire les magasins quand, je sais pas, j'avais 14-15 ans, je pleurais dans les cabines. Et ma mère, elle disait, quand tu auras 18 ans, si tu veux,
ça pourrait être un cadeau, peut-être que... C'est Tu vois, fou ouais, les trucs, d'avoir tu sais, ça, ça doit pas être ça facile de voir ton traumatise. enfant comme ça qui est pas bien dans sa peau. Après, c'est un âge ingrat, quoi qu'il arrive, je pense que... Est-ce que cette période aux États-Unis elle t'a permis d'avoir gagné confiance en toi? Ah oui, tout à fait. Ouais. Parce que même toutes les personnes que tu vois dans... Et ça, je suis sûre que tu sais, personne n'est moche, t'es juste pauvre. C'est vrai. C'est un truc qu'on m'a toujours dit quand j'arrivais. Au départ, je comprenais pas. Mais à chaque fois, on me disait « Nobody's ugly, you're just poor ». Oh my God. C'est tout le monde. C'est vrai, en fait, Ouais. avec les bons moyens, avec tout le monde. Donc même les personnes que tu vois comme ça, à l'heure d'aujourd'hui sur scène, tout le monde, bon maintenant tu as les filtres, mais je te parle de même 10 ans avant, sur les médias sociaux, il n'y avait pas encore... Il y avait pas, ouais. C'était, je me rappelle encore quand Instagram, ça venait juste de sortir. Ouais. 2012, je crois. Avant ça, du coup, toutes les personnes que tu voyais sur Hollywood, tout ça, Ouais. en fait, c'était juste énormément de maquillage, de préparation, ils avaient une équipe, ils avaient les moyens. Donc en fait, d'arriver déjà dans ce milieu et de voir toutes les célébrités et vraiment, enfin... sont juste des êtres humains. Donc, tu as passé une partie de ta vie aux États-Unis, après tu es rentrée, tout ça. Oui. Moi, je t'ai découverte malgré toi, hein, parce que en 2017, tu as eu une relation avec une personne très connue. Et du coup, tu es tombée enceinte. Et donc, ça a fait un tollé dans tous les médias. On parlait de toi. Comment tu l'as vécu cette période? Parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites dans la presse qui étaient fausses. On t'a calomnié, on t'a inventé des histoires, des choses qui sont complètement fausses. Et toi, de ton côté, tu n'as jamais tenu à t'exprimer là-dessus. Pourquoi avoir choisi de faire profil bas? Et comment tu as vécu cette période, justement? Il n'y a que les gens qui sont coupables qui se justifient, je trouve. J'ai pas besoin de dire que je ne suis pas une actrice du X, car je sais que je ne suis pas une actrice du X. Si tu cherches sur Internet, tu trouveras rien. Donc pour moi, c'était quelque chose qui était tellement ridicule que j'avais même pas besoin d'ouvrir la bouche. C'était quelque chose qui allait s'en aller, parce qu'au bout d'un moment, les gens ils vont chercher, il n'y a rien, bon, on passe à autre chose. Après, je pense que les gens préfèrent... ou du moins les médias, même pas les gens, parce que j'étais surprise quand même de voir qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient positifs et qui réellement voulaient le bonheur de ma famille, de mon fils, mon bonheur, donc ça faisait plaisir. Mais du moins les médias et toute la presse à scandale, tout ça. La presse people. Voilà, c'est ça. Ils préfèrent le titre de cet artiste qui a eu un enfant avec cette célébrité, ça accroche pas assez. On préfère dire... actrice porno. Tu sais qu'un jour, j'étais enceinte, mon père, il a reçu un appel sur son téléphone portable. Ça venait juste de sortir, je crois, ça faisait 24 heures que c'était dans les médias. Et c'était « Bonjour, est-ce que je pourrais parler à Sophie, l'actrice porno ?» Mon père. Donc ça, autant te dire que ça, c'était vraiment... Mais j'en avais vraiment le cœur brisé, parce que je me disais, mes parents qui vraiment, ils ont travaillé dur toute leur vie, qui m'ont élevée vraiment dans des valeurs les plus humbles et les plus correctes possibles. De recevoir ce genre d'appel, c'est là où je me suis dit, Sophie, t'as fait des mauvais choix dans la vie. Mais après, à côté de ça, j'ai eu la chance d'avoir vraiment le soutien. J'ai pas une grande famille, j'ai pas de frères et sœurs, mais j'ai des parents en or qui m'ont toujours soutenue. Et puis, écoute, c'est simple, comment je l'ai vécu, c'était dur, ça m'a stressée, mais à côté de ça, moi, j'étais enceinte et j'étais très au courant aussi de l'impact que le stress pouvait avoir sur ma grossesse en règle générale. Donc, je me suis totalement coupée du monde. J'ai passé le reste de ma grossesse chez mes parents. Et écoute, j'en ai des très bons souvenirs. On en a de très bons souvenirs et ça nous a d'autant plus rapprochés pour notre petite famille. Et mon fils est né dans un environnement très sain. Voilà, et le plus loin des caméras possible. Et du coup, c'était vraiment... voilà, je l'ai bien vécu. Oui. grâce à mes parents, et je me suis vraiment
couper. Et puis tu sais, c'est une chose en fait, quand tu vas sur les médias sociaux et tu regardes la vie des autres et tu te rends pas compte que ce que tu es en train de faire, en fait, ça pourrait faire mal à un autre être humain. Mais en fait, à partir du moment où c'est sur toi, là, c'est pas pareil. Là, c'est pas pareil. Mais c'est fou. Moi, je trouve que tu as vraiment eu cette force, tu vois, de te couper du monde pour le bien-être de ton enfant. Oui. Et de ne pas répondre à ces ragots. Ben, je savais que si je répondais à quoi que ce soit, c'était la fin. Je refuse de me retrouver à jouer ce genre de jeu. C'était pas ma démarche initiale et c'était pas quelque chose. J'ai vu déjà comment le discours qu'ils avaient envie de créer sur moi. Donc j'ai pas cherché à. Je savais que j'avais aucun contrôle là-dessus. Donc j'étais occupée, jeune maman. Je sais qu'il y a plein d'autres parents qui savent ce que c'est, le temps que ça prend de s'occuper de son bébé. Et voilà. Et puis j'étais tellement heureuse et j'avais pas le temps de m'occuper de ce genre de choses. Bah ouais, tu m'étonnes. Donc raconte-nous alors comment ça s'est passé, l'accouchement et tout ça. C'était spécial pour toi? J'ai découvert l'amour quand j'ai rencontré mon fils. Waouh. Je sais pas, c'est inexplicable et encore une fois, je pense qu'il y a que un parent qui peut comprendre. Mais tu m'as dit que Je suis tata, moi, je suis pas encore maman. C'est ça. Mais je sais, je ressens l'amour, ça, tu vois. C'est ça. Et même, on parlait de lien d'âme en off. Oui. Et moi, tu m'as dit tout à l'heure que ton fils, Adonis, d'ailleurs, c'est toi qui as trouvé le prénom, il est très beau ce prénom. Merci. Très joli. Ton fils, quand tu l'as rencontré, tu l'as reconnu, comme si tu le connaissais déjà. Ouais, je me suis, quand il a ouvert les yeux, je me suis dit, oh putain, je te connais en fait. Wow. Mais pas je te connais de quand tu étais dans mon ventre, c'est en fait je te connais depuis longtemps. Genre dans d'autres vies. Ouais, enfin c'est quand je l'ai eu dans mes bras pour la première fois qu'il a ouvert les yeux. Tu l'as reconnu. Oui. C'est quelque chose au fond de moi que je sais. Voilà. Mais après, chacun, comme tu dis, chacun ses croyances, chacun... Bien sûr. Ouais. Bien sûr, mais c'est fort, en tout cas, c'est super deep ce qu'il y a entre toi et ton fils. Et on le voit même les rares fois où tu l'exposes, parce que tu as voulu garder une discrétion. D'ailleurs, tu as mis longtemps à vouloir montrer ton bébé. C'était une volonté de ta part ou c'était... En règle générale, je pense que voilà, on veut le protéger, on veut qu'il grandisse comme quelqu'un de humble, avec des bonnes valeurs. Et les médias sociaux, je pense que on ne sait pas exactement quel effet ça va avoir à faire à long terme en fait. Parce que je ne sais pas toi, mais moi je me rappelle encore du Minitel quoi. Donc... Ah ouais, on n'avait pas ce luxe-là à la maison. Non, mais je me rappelle encore quand c'était le Minitel, quand il y avait eu le premier téléphone. C'est fou, ouais. Donc en fait, on n'a pas encore vu une génération qui était sur les médias sociaux dès qu'ils étaient tout petits. Ouais, c'est vrai. Ouais. On ne sait pas ce que ça va donner à la longue. Donc on essaye vraiment de faire en sorte qu'il ait les pieds sur terre. Ouais, c'est super important. Et donc, du coup, ce que je disais dans tes vidéos, des fois, quand les rares fois où tu l'exposes, ça se voit, votre connexion. Et puis, ton fils, il a l'air super éveillé. Après, je suis sûre que tout le monde se dit que leur enfant est spécial et merveilleux. Ouais, c'est vrai. On mais c'est vrai. vrai. Il est incroyable. C'est vrai, c'est vrai. Et d'ailleurs, je pense vraiment que chaque enfant est incroyable à sa propre manière et qu'en tant que parent ou famille proche, tu es positionné de manière unique à vraiment voir cette lumière à l'intérieur de chaque enfant. Oui, après, il est très artistique. Ses deux parents sont artistes. Il aime trop peindre, il aime chanter, il aime danser, il est très sportif. Non, vraiment. Puis bon, il parle plusieurs langues. Moi, je fais en sorte de ne lui parler que en français. Donc, si jamais il essaye de me parler en anglais, je dis maman, elle parle pas anglais. Oh, waouh. Ouais. C'est bien. Non, c'est trop bien. Et même, je me souviens, j'ai vu une vidéo où il parle avec son papa et il lui parle de l'univers. Il parle... Tu vas retourner à l'univers. Okay, what did you say? And you're gonna turn back into space. You're a funny guy. On pense que vraiment il a une perception des choses qui est
qui est qui est différente des enfants de son âge. Tu le ressens, ça? Je pense qu'il a une vieille âme, oui. Âme. Mais je t'en parlais tout à l'heure et je te disais, c'est un privilège de voir le monde à travers ses yeux. C'est des choses que tu connais et que c'est comme ça et depuis des années, tu sais que c'est comme ça. Mais lui, il arrive et c'est quelque chose de nouveau et de merveilleux et il a une manière d'y penser qui est tellement différente. Tu te dis, mais en fait, ça fait des années que je me dis que ça, c'est comme ça. Mais en fait, peut-être que c'est comme ça. Et c'est vrai, je me suis jamais posé la question d'où ça venait. Ouais. Et du coup, tu apprends plein de choses en même temps que lui, il apprend. Et c'est vraiment, comme je te dis, un privilège. Et je lui dis constamment. Ouais. C'est la meilleure chose qui me soit arrivée d'être sa maman. C'est un honneur et un privilège, vraiment. Ouais. Et je sais que les parents... quand j'étais petite et je voyais tous les sacrifices que mes parents faisaient pour moi, pendant longtemps, je me disais que j'aurais pas d'enfant. En plus, l'adolescence, c'était pas facile. Alors je me disais, oh, je suis pas prête à tous ces sacrifices et tout ça. Mais en fait, je voyais pas la récompense qu'ils avaient. Moi, je voyais que, mes pauvres parents, ils doivent se sacrifier pour que j'ai ce que je veux, pour pouvoir aller là, pour pouvoir faire ci, pour pouvoir faire ça. Et jamais je les entendais se plaindre. Mais maintenant, je comprends que tu ne connais pas l'amour jusqu'à ce que tu tiennes ton enfant dans les bras. C'est dingue ça. C'est l'extension de ton être avec toi, quoi. Et en fait, le jour où j'ai eu mon fils, c'est le moment où vraiment j'ai regardé autour de moi, j'ai dit, mais en fait, ce monde, il est pourri. Et qu'est-ce que je peux faire pour essayer de donner quelque chose d'un peu mieux à mon fils alors qu'avant, tout intérêt était personnel. Tout tournait autour de moi. Après, en plus, j'ai grandi, j'étais fille unique et j'étais la seule petite fille pour ma grand-mère. Enfin, donc vraiment, j'étais l'enfant. Et donc, tout tournait autour de moi. Mais le moment où j'ai eu mon fils, c'est là où j'ai commencé vraiment à m'ouvrir au monde, à regarder, à dire qu'est-ce qu'on peut faire. Et puis, pour moi, c'est à travers l'art. Mais à chaque fois que j'ai une activité, une exposition, quelque chose d'artistique, j'essaye vraiment toujours qu'il y ait un petit peu, pas d'œuvre de charité, mais surtout de pouvoir donner l'opportunité à des plus jeunes talents. C'est pour ça que j'aime beaucoup travailler avec les universités, parce que parfois, c'est pas juste une question de tu veux recevoir de l'argent. C'est juste, parfois tu veux juste l'opportunité de travailler avec telle entreprise ou de rencontrer un agent ou même juste de savoir comment traiter ton art comme un business. Parce que la plupart des gens pensent que les artistes ne devraient pas être payés parce que c'est quelque chose qu'ils font comme un hobby. C'est quand même un peu le stigma qu'on a sur les artistes. Mais la vérité, c'est que sans artistes, on n'a pas de société, on n'a pas tout ce qui nous rend humains, on n'a pas. Puis l'art, c'est pas juste le dessin, c'est toutes les disciplines qui touchent à l'art, pas forcément le dessin. Et si vous êtes rémunéré pour une chose, il faudrait être rémunéré pour l'art. L'art, c'est aussi quelque chose, c'est ce qui fait de nous des êtres humains. Donc si par exemple, tu vois dans les films, tu sais, des trucs de science-fiction où c'est la fin de la race humaine, dans les bunkers, t'as toujours la Mona Lisa, t'as toujours une pièce d'art, quelque chose que tu dois absolument transmettre aux générations parce que ça raconte l'histoire humaine, ça raconte aux nouvelles générations ce que c'est d'être humain malgré les nouvelles circonstances. Et en plus, tu as aussi un petit peu cette notion d'exclusivité. Donc parfois, quand tu sais que ça a été fait à la main par quelqu'un qui racontait son histoire et de génération en génération. Moi, je pense que ça prendra plus de valeur au contraire, tu vois. Parce que, les intelligences artificielles, ils ont des bases de données avec plusieurs styles d'art et ils font que reproduire fonction d'un style. Mais à partir du moment où tu sais que c'est authentique, ça prend de la valeur. Oui, parce que tout le monde va au Louvre pour prendre une photo de la Joconde.
Enfin, je veux dire, quand tu y vas, c'est pas bien grand, c'est derrière une glace, il y a plein de touristes, tu la vois pas tant que ça. Tu y vas pas parce que tu admires la Joconde. La plupart des gens qui la voient disent je comprends pas. Je comprends pas pourquoi c'est aussi célèbre. Mais du coup, c'est... Il y a toute la dimension historique, c'est une pièce unique. C'était la première, je crois que c'était la première fois que Da Vinci il avait utilisé cette technique pour le sourire de la Joconde. Donc il y a toute une histoire, il y a une notion d'exclusivité. Il l'avait donné en cadeau à la France. Voilà, c'est ça que les gens viennent voir. Donc du coup, je ne suis pas particulièrement inquiète à ce niveau-là. Par contre, les artistes, particulièrement ceux qui sont vraiment très créatifs et très artistiques, parfois c'est difficile pour eux de travailler avec des entités commerciales. Ils ont l'impression qu'ils sont en train de vendre leur âme, qu'ils ne sont pas vraiment en train de faire du vrai art. Et du coup, quand j'avais créé l'organisation, c'était particulièrement durant Covid, c'était quelque chose pour essayer de réconcilier un petit peu justement le côté commercial, institutionnel et artistique. Parce que parfois, comme je te dis, c'est juste une question d'opportunité. Donc à chaque fois... Créer des synergies entre les deux aussi. Voilà, c'est ça. Et même parfois, bon... On ne va pas demander à un artiste de commencer à 9h du matin et de terminer à 17h. Donc il faudra une certaine flexibilité de la part de la société. Mais à côté de ça, un artiste, il faut qu'il comprenne qu'il y a une date butoir et qu'il faut quand même présenter le travail à partir de... Donc parfois, c'est juste des trucs simples comme ça. Mais c'est vrai que tu as plein de sociétés qui veulent travailler avec des artistes qui disent « Ah non, c'est impossible, on ne peut pas leur parler, ils ne répondent pas à leurs emails pendant une semaine. » Donc il y a plein de petits trucs comme ça et voilà. C'est ça que... Je trouve que ça, c'est ma manière à moi d'essayer de faire en sorte que le monde... Que le monde aille mieux, mais c'est bien. Oui, parce que l'art, c'est quand même important. On essaie d'enlever les fonds dans à peu près tous les pays que je connais. L'art, c'est soit pas reconnu comme un métier avec lequel tu peux faire de l'argent, ou un métier sérieux, ou sinon c'est quelque chose, même si ça l'était à peu près, on est en train d'essayer d'enlever des fonds et c'est pas vraiment quelque chose de nécessaire, mais en fait on n'a pas de civilisation sans art. Les sociétés ne peuvent pas gagner d'argent, tu as besoin de logos, tu as besoin de matériel promotionnel, tu as besoin, toute communauté, même les développeurs immobiliers ou même les gouvernements quand ils sont en train de créer une nouvelle communauté, une nouvelle ville, c'est les artistes en premier. Tu vas avoir des artistes et tu vas avoir les gens qui vont venir autour. Parce que c'est comme ça que ça va se faire de manière authentique et très organique. Ouais, c'est vrai, Donc on disait Adonis, c'est un artiste, hein. Je le vois faire des dessins avec toi et tout ça. Et d'ailleurs, même il fait de la musique. J'ai vu qu'il a fait son premier clip. Alors bientôt Adonis, star de la musique ou non? Tout ce qu'il voudra. Tout ce qu'il voudra faire, il aura des parents qui le soutiennent. Et du coup, tu l'emmènes en studio, tu lui fais faire de la musique, c'est bien. Oui. J'ai un ami à moi, Alessio, qui d'ailleurs a la vingtaine, extrêmement talentueux, qui a son petit studio chez lui et puis voilà, de manière très authentique, ça s'est fait. Donc franchement non, c'est beau, ça fait plaisir de le voir s'épanouir. De le voir s'épanouir. Puis tu sais, les enfants, c'est un potentiel infini. C'est vrai. Donc ce qu'il aime aujourd'hui, il aimera peut-être pas demain, mais quoi qu'il arrive, il aura des parents qui le soutiennent, une famille qui le soutient. Tu es une maman célibataire. Oui. Est-ce que il y a de la place pour toi, pour un chéri, peut-être, prochainement, ou est-ce que vraiment tu préfères être célibataire Advienne que pourra. Advienne que pourra. T'as pas fait de rencontre pour le moment? Non, mais c'est quand même... déjà, de un, c'est pas forcément une situation facile, quand même, parce que je veux dire, c'est... Qui vient après, hein. C'est pas une situation facile. Et puis, enfin, je veux dire, mon fils, il vient juste d'avoir 6 ans. Mais il est grand. T'as le droit aussi quand même, si tu rencontres quelqu'un, de refaire ta vie. Et tout, mais non, oui, c'est pas ça. C'est juste que les
premières années d'un enfant, Ouais. t'es vraiment... Tu passes du temps avec et c'est vraiment les années formatrices et c'est important. Et puis, c'est comme tout, une relation, il faut investir du temps dedans, Ouais, c'est vrai, de ouais. l'énergie. Je vois déjà, c'est déjà partager le temps, faire en sorte que je donne du temps à mon fils, que je passe du temps avec la famille, avec mes meilleurs amis. C'est déjà, franchement, Ouais. c'est de l'organisation, hein, Ouais. c'est beaucoup d'organisation. Après, voilà, advienne que pourra. Je sais que moi, j'aime être à la maison avec mon fils. Je veux qu'il se rappelle, qui se lève avec lui le matin, qui l'amène à l'école, qui va le chercher, qui partage ses intérêts, puis c'est que du bonheur en fait. Ouais. C'est la vérité, les femmes, on est tout le temps à la recherche d'un homme parfait, mais l'homme parfait, c'est celui auquel on donne naissance. C'est vrai. C'est mon fils, il me voit, il a des étoiles dans les yeux, Ouais, c'est vrai. c'est un amour tellement fort en fait. Avant, je ne comprenais pas quand il y avait des mamans qui se perdaient qui s'oubliaient, qui oubliaient qui elles étaient avant d'être mères de famille et célibataires ou en couple. Mais maintenant, en fait, je comprends ta dose d'oxytocine, de toutes ces hormones du bonheur. Tu fais ça constamment, en fait. Avec ton enfant. Bah ouais, et puis d'un seul coup, après, bah, ils sont grands, ils partent à l'université, ils partent de la maison et t'es là. Tu sais plus qui t'es, tu sais plus ce que tu fais. Donc je pense que c'est comme tout. Être parent, ce que j'ai appris, c'est que c'est beaucoup d'équilibre. Ouais. Faut pas se sentir coupable d'essayer de passer un petit peu de temps sur une activité à toi, sur un truc, quand même d'entretenir tes relations amicales. Et il faut bien sûr se faire plaisir, passer du temps avec tes enfants. Mais voilà, je pense que c'est vraiment de l'équilibre. Ouais, Comme tout. l'équilibre, ouais. Ouais. Donc pour le moment, tu es très bien dans cette situation, Ouais. tu cherches pas forcément et ça viendra quand ça viendra. Voilà. Ok. Si ça vient. Si ça vient, est-ce Voilà. que toi, tu te verrais pas quand même passer toute ta vie célibataire, si? Ça t'embêterait pas? Non. Ah ouais, trop bien. J'ai fait mon devoir à la société. Je me suis reproduit. Tu t'es reproduit. C'est bon. Tu dois te faire draguer quand même sur les réseaux sociaux, non? Je ne sais pas. J'ai désactivé. À désactiver, tu vois Ouais. pas les messages, Non. rien du tout. Non. Ok. Mais parce qu'en plus, je sais pas si tu as remarqué, mais les médias sociaux, c'est un trou. Hein. Tu tombes dedans facilement. J'ai l'impression que tu te méfies quand même beaucoup. Tu donnes pas ton temps à tout le monde, quoi. Non. Ouais, Non, t'as j'ai raison. pas. Tu te préserves. C'est même pas je me préserve en fait, c'est que t'as que 24 heures dans une journée et mon temps il est déjà réparti envers des gens merveilleux dans ma vie. Après bon effectivement j'ai déjà eu quelques petites histoires même depuis que mon fils il est né, mais il n'y a rien eu de sérieux au point de passer à la vitesse supérieure et encore une fois très rapidement en fait j'ai pas le temps, je suis dans une situation quand même, faut assumer, faut assurer. Étant dans cette situation, je sais que c'est quand même, il y a des grosses attentes de la part des gens. Combien de fois j'ai entendu attends, en fait, on m'a dit Sophie, elle est trop gentille, mais je me pose la question, les gens, ils s'attendent à quoi en fait venant de ma part? Ils s'attendent à quoi? Je comprends pas. Donc je comprends que toute personne qui arriverait dans cette situation, ça serait quand même compliqué de trouver sa place. Oui, voilà, il faut une pièce du puzzle. Moi, j'ai pas le temps de raboter la pièce. C'est soit la pièce, elle arrive bien comme il faut, soit elle arrive pas. Mais ma priorité, c'est mon fils. Et bien sûr. Voilà. Et tu n'as pas l'impression d'aimer différemment, c'est-à-dire si. avant d'avoir ton fils, genre tu pouvais tomber amoureuse d'un crush facilement. Et tu tombes amoureuse même si c'était pas bon pour toi, même si tu t'en fichais. Là, la vérité, c'est un partenariat. Tu veux quelqu'un qui te rendra meilleur, mais tu es déjà dans une situation où tu es quand même déjà assez établi. Tu prends soin de ton fils, tu t'occupes de la maison, tu t'occupes de tes amis. Tu sais, tu es un petit peu dans ce rôle de mère, du coup.
Et ouais, c'est un peu moins, je trouve qu'il y a un peu moins de place pour la Voilà. romance, tout ça. La romance, ouais. Ouais, c'est bon. Ah, c'est bon, j'en ai eu quand j'avais 20 piges, c'était bien. Carrément. Ah ouais, putain, c'est fou ce que tu Le me dis. stress, ouais. Ah, c'est fou ce que tu me dis. Ouais, parce que je sais que, bon, déjà, c'est ce que je dis avec mes amis, on ne date pas de la même façon quand on a 20 ans et quand on a 30 ans. Non. Moi, je me souviens, les choix, les petits crushs que j'avais quand j'avais 20 ans, c'est des gens, pas tous, hein, parce que je vais me faire des ennemis. Non, il y a des mecs incroyables. Moi, je suis tombée vraiment sur des mecs géniaux. Mais il y a 2-3 gars, Ouais, tu te dis franchement, pourquoi? j'ai perdu mon temps, quoi. Pourquoi j'ai choisi ça? Et c'est vrai que il y a des gens, bon, il y a une personne en particulier, j'ai dit 2-3, mais en fait, il y a une personne qui m'a fait beaucoup de mal. Il va se reconnaître. Il va se reconnaître. Et cette personne-là, je la recroise maintenant, à la trentaine. Il m'intéresserait même pas. Ouais, c'est ça. Tu vois, même on pas n'a tu pas- t'arrêtes. Même pas tu t'arrêtes. C'est ça, Je en fait. comprends. Et ça te le fait à toi aussi. Des fois, Ah je oui. me dis, il y a des gens La qui vérité, n'ont c'est, pas la vérité, arrêté c'est sur comme eux, quoi. si j'étais une toute autre personne. Quand je regarde mes choix d'avant, les choses que j'aimais, les choses qui m'intéressaient, mais je pense que l'arrivée de mon fils, du coup, je pense que c'est une transition vers laquelle on avance tous, de délaisser un peu le superficiel et d'aimer les choses vraies, les choses importantes. Du coup, d'avoir mon fils, c'était une transition dure et parce que j'ai pas vraiment eu le luxe du temps, tu vois, pour c'est vraiment c'est très ouais, c'est directement très rapidement, c'est voilà, c'est comme ça et tu t'y fais. Et ouais, je t'avoue que j'ai vraiment pas de tolérance pour l'hypocrisie, pour les trucs de superficiel et tout. Et d'ailleurs, même l'histoire de l'interview, j'ai toujours dit non parce que j'ai toujours connu l'angle, je savais exactement ce qu'il voulait entendre, je savais exactement où est-ce qu'il voulait en venir. Et je me rappelais, il y a 7 ans, qui parlait en bien... Enfin, qui disait, attendez les gars, c'est pas vrai en fait, j'ai cherché, elle a jamais fait de porno. C'est une artiste, elle faisait des choses avant de tomber enceinte. Et je me rappelle de toi et de Driver. Ouais. Et puis après, moi, de mon côté, on est resté en contact. Et j'ai écrit moult articles sur son histoire, en effet. Mais c'est vrai que moi, j'avais mené mon enquête de journaliste. J'ai fait mon travail. J'ai jamais titré un titre comme ça. J'ai jamais rien trouvé. J'ai vu, oui, t'as fait des photos sexy, tout ça. C'était pendant ta jeunesse, mais il n'y a jamais eu de porno, il n'y a jamais eu ces choses-là. Et moi, en fait, ce qui me faisait mal, c'est que je savais que tu étais enceinte à ce moment-là et que les médias s'acharnent sur toi. Et en plus, le fait, c'est une Française. Donc voilà, un peu cocorico, quand on est content, tu vois, genre voilà, on a une personnalité qui atteint un bébé, c'est que du bonheur. Pourquoi est-ce qu'on va s'acharner sur elle? Et du coup, ouais, je me souviens, j'avais essayé de rétablir la vérité, mais bon, apparemment, mes articles sur oklm.com n'étaient pas assez puissants pour que les gens reviennent à la raison. Donc, moi, j'avais vu. Et du coup, nous voilà, 7 ans plus tard, maintenant que... Je sais, parce que c'est vrai que c'est quand même... tu sais pas trop où donner de la tête en fait. En fait. Tu te fais attaquer de partout. Maintenant, voilà, 7 ans plus tard, je sais qui je suis, je connais mes limites. Je crois qu'on en revient toujours à ce niveau-là. Je sais quelles sont mes valeurs que mes parents m'ont données, que je donne à mon fils. Et... voilà, c'est avec plaisir. Moi, j'ai un énorme respect pour toi parce que, tu vois, il y a des gens, il y a des personnalités qui, elles aussi, ont un enfant avec des gens très, très connus et qui en jouent et qui veulent parler que de ça et qui veulent... Toi, en fait, t'as fait ta petite vie de ton côté. Tu ne cherches pas à avoir la lumière de personne. Tu vis à travers toi-même, à travers ton fils. J'ai un grand respect pour les gens comme ça qui sont dans le vrai, qui ne sont pas dans le monde superficiel. Je ne suis pas très connectée à tout ce monde-là de m'as-tu vu et tout ça. Et ça fait plaisir de voir que même avec cette dimension de réseaux sociaux, etc., où les gens ils sont dans la pas du gain, dans les contrats, dans les machins, tu es là, tu es resté authentique et ça fait vraiment plaisir. Et surtout que toutes ces choses néfastes, tous les médias qui ont essayé de te discréditer, tu n'es pas rentré dans ce jeu-là. Non. Moi, je trouve que c'est une classe immense
Et du coup, allez voir ce qu'elle fait. On va parler de tes œuvres maintenant, parce que moi, j'aime beaucoup ce que tu fais. Je trouve que tu as un talent incroyable. Tu as fait plusieurs séries de peintures. Tu as notamment fait des peintures de personnalités très connues. Il y a eu Madonna, Beyoncé, Frida Kahlo, que j'adore. J'adore cette artiste. Michelle Obama. Et tu as rencontré le pape. Raconte-nous. Est-ce que tu en as rencontré d'autres du coup que tu as dessiné? Mais déjà, raconte-nous cette expérience avec... Je crois qu'on va commencer avant le pape parce que déjà à l'époque j'avais fait une exposition à Design Exchange Museum à Toronto. Et en fait justement tous les noms que tu as dit, ils sont tous avec une couleur en particulier et c'était quelque chose en fait, l'exposition, ça s'appelait Icons with a Purpose. Peu de gens connaissent, savent que Beyoncé, elle a une initiative pour donner de l'eau potable à des gens qui n'y ont pas accès. Donc plutôt que de voir les 150 Birkin que Cardi B elle a acheté sur Instagram, je trouve qu'on devrait aussi parler de ce genre de choses. Priyanka Chopra, elle a ouvert des écoles en Inde pour les filles. C'est vrai. Enfin, t'en as plein, Barack Obama, Michelle Obama, Leonardo DiCaprio et l'action sur le climat. Donc en fait, j'avais pris, il y a les Nations Unies qui ont établi des Sustainable Development Goals. Donc cela, je ne suis pas sûre comment les dire en français. Les buts du développement durable, je pense. Voilà. D'ici 2030, le but c'est d'avoir atteint tous ces buts. Et donc j'ai fait une exposition et ils sont tous attribués à une couleur en particulier. Et j'ai pris une personne connue aujourd'hui et j'ai pris la couleur de ce but. Par exemple, Beyoncé, c'est un bleu ciel. Je l'ai peint, voilà, pour l'eau. Et c'était le but, je ne me rappelle plus le numéro du but, mais justement, c'était que tout le monde ait accès à de l'eau potable. Et j'avais fait donc une exposition là-dessus. L'exposition avait été... on avait reçu un award. Waouh, félicitations. Un trophée. Un trophée, oui, de la part des Nations Unies. On avait eu un représentant des États-Unis, des Nations Unies qui nous avait remis en main propre justement ce trophée. Et après, j'avais été contactée par une galerie aux Émirats Arabes Unis. Et il m'avait dit, on recherche des artistes qui représenteraient la galerie pour aller voir le pape et lui donner quelque chose pour Third World Poor of the Day. Et donc il m'avait contacté, j'avais eu une dizaine de jours pour peindre. Voilà, donc je l'avais peint. C'était ta priorité là, t'as tout arrêté. Oui, après ça va, j'ai de la chance, je peins, surtout quand c'est à l'acrylique, je peins assez rapidement. Et j'avais utilisé justement les couleurs justement pour se battre contre la pauvreté et pour le pape... c'est le pape François Ier, c'est ça? Oui, c'est François. Francis, voilà. Il travaille beaucoup avec les sans-abri. Oui, c'est vrai. Ouais, donc c'était magnifique parce qu'après, il avait fait un concert avec un orchestre et tout. Et il y avait plein de sans-abri qui avaient eu toutes les places d'honneur. Et c'était vraiment une expérience. Et donc voilà, autant te dire que les ragots, ça ne m'atteint pas quand on a l'opportunité. Quand on a l'opportunité. Mais je te disais que dans mon studio, sur mon mur, j'ai mes couvertures de magazines d'un côté, j'ai ma photo avec le pape de l'autre. Je n'oublie jamais d'où je viens, où le chemin a commencé. Et voilà, où est-ce que j'en suis, et puis on continue. L'art, c'est comme un thermomètre de la société. Ça t'indique dans quelle société tu vis, et c'est à travers l'art qu'on dit les choses importantes, et qu'on dénonce, et qu'on change les perceptions. En fait, c'est comme tout, c'est pas des trucs, on en parlait tout à l'heure. Quand tu veux perdre du poids, tu vas pas commencer d'un seul coup à manger 2 tranches de pamplemousse par jour. Tu vas perdre 20 kilos en un mois et après tu vas faire l'effet yo-yo, tu vas repartir. Pas du tout, si tu veux un changement durable, c'est petit à petit. Tu fais les choses. Ouais, c'est exactement ça. Donc du coup,
Et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, les artistes avaient vraiment du pouvoir et c'était vraiment très, très important. Ouais. Il y a un symbole qui revient souvent dans tes œuvres, c'est l'œil. Oui. Tu as fait une série que tu as baptisée True Vision. Donc, tout ce que tu as vécu, genre ton année un petit peu de grossesse qui a été compliquée, etc. Est-ce que tu penses que toutes tes expériences de vie t'ont permis d'atteindre un niveau de conscience supérieur dans ta vie? Parce que j'ai l'impression que tu es une bonne judge of character. C'est genre, tu arrives à sonder l'âme des gens, c'est ce que je te disais tout à l'heure. True Vision, ça a une signification. Oui, alors après, moi, l'œil, c'est pas contre le mauvais œil. Oui, Pour moi, c'est l'organe de perception. Donc, on perçoit le monde à travers, pour beaucoup de gens, à travers nos yeux. Et je suis très visuelle. Donc, pour moi, c'est ça, l'œil. C'est vraiment la perception de voir plus que ce que tu as en face de toi. Et c'est vrai que l'œil, je le vois partout. Donc, c'est un symbole important pour moi. Mais à côté de ça, je viens de me lancer aussi dans les... On en parlait de notre odorat. Je te posais la question, tu es hypersensible toi aussi? Oui. Donc hypersensible, ça ne veut pas forcément dire on chiale tout le temps, les gars, calmez-vous. C'est genre, on est hypersensible, nos sens, ils sont décuplés. Oui, aux odeurs. Les yeux et l'odeur ouais, aussi. voilà, particulièrement. Donc du coup, j'ai commencé mes parfums. Ça avait commencé, j'étais partie en voyage en Égypte. J'ai vu les photos, on va vous mettre des petites photos en post-prod. Ah ouais, non, l'Égypte, c'est vraiment mon endroit préféré sur Terre. Je sais pas, c'est indescriptible. Peut-être une de tes anciennes vies, Qui sait on sait pas. Qui sait. Mais du coup, un jour, j'étais au souk et j'ai vu ce monsieur qui vendait des parfums. Mais c'était les extraits purs, en fait, sous forme d'huile. Et j'avais... ils n'étaient pas mélangés. Ils pouvaient forcément faire des parfums. Mais j'avais, par exemple, juste de la rose, du jasmin, du musc, tout ça. Voilà. Et puis, puis tu sais que ça, c'est pas du tout un truc qu'on a en France. Ou du moins, tu peux pas les acheter à l'état pur comme ça. C'est vrai. Et du coup, j'ai commencé à en acheter plein. Et quand je suis rentrée chez moi, j'ai commencé à faire mes parfums. Et puis, j'avais tout le monde qui m'arrêtait, qui me disait « Oh, tu sens trop bon. Quand est-ce que... Quand est-ce que tu vends tes parfums ?» J'ai commencé à faire des parfums même pour mes amis, mes meilleurs amis, parce que je connaissais leur personnalité. J'arrivais à leur faire un parfum sur le champ. Et après, du coup, j'ai dit « Allez, c'est bon, il y en a marre. » J'ai trouvé une école à Grasse. Du coup, j'ai étudié un peu la parfumerie. J'ai trouvé un très bon partenaire, un très bon laboratoire. Et on est en train de développer la marque. Et après, je vais vendre au Moyen-Orient. Et non, en France aussi, non? Juste oui, au Moyen-Orient? en France, mais tu nous oublies mais pas. en France, je vendrais surtout les vaporisateurs. Parce qu'au Moyen-Orient, tu peux vendre les petites huiles. Les petites huiles, oui, parce que c'est vrai qu'en France, il y a pas mal de restrictions, etc. C'est assez compliqué. Oui. Voilà. Mais t'inquiète pas, je t'en donnerai. Ah oui, moi je veux absolument. Ah mais c'est génial comme vocation tu vois, de pouvoir s'imprégner d'une chose, d'un voyage. Tu vois, c'est un peu comme, c'est un voyage initiatique. Ben, t'es allé là-bas, peut-être c'est pour trouver cette vocation-là, tu vois. Non, mais surtout qu'en plus, maintenant, je trouve que tout se dirige de plus en plus vers les expériences. Les gens veulent des expériences plus qu'ils ne veulent des biens. Et même là, je suis en train de travailler pour les parfums. Je pense que j'aimerais les lancer. Je suis en train de peindre chaque fleur qui est contenue dans chaque parfum. Et ensuite, au moment... Et en plus, sur le packaging de mes boîtes de parfums, je suis en train de peindre le bouquet aussi, avec toutes les fleurs dedans. Et donc, même quand on fera l'exposition, ou quand j'exposerai les tableaux, je mettrai les parfums à disposition aussi. Je pense que c'est comme ça que je vais lancer... je sais pas, c'est nouveau, j'ai jamais vu... Donc tu en es déjà au stade du packaging là, donc du coup c'est un truc qui va vraiment... Oui, je vais commencer. Il y a un nom ou on ne dit pas le nom tout de suite? Non, on peut dire. On peut le dire? Odanis. Odalis. Odanis, c'est un anagramme du nom de mon fils. Ah oui, Odanis. Oui. Oh, bah oui, ton fils c'est ta source d'inspiration principale. C'est ça, je lui ai dit, tout ce que je fais pour toi. Oh mon Dieu. Il sait que Odanis, il me dit oui, c'est les lettres de Adonis. Waouh. Mais c'est vrai que toi, j'ai vraiment l'impression que tu as dédié toute ta vie à ton fils. C'était très très investi. Mais je pense que
tous les parents dont on ne parle pas, ce sont ces parents-là. Moi, je vois mes parents, ils m'ont tout donné. Quand j'ai grandi, ils m'ont tout donné. Ma mère est restée à la maison pour m'élever. Mon père, il allait au travail. Puis ils ont tout fait pour m'envoyer en école privée, pour m'offrir des trucs où franchement, je disais... C'est vrai? Bah oui, je comprenais pas. Puis je disais, oh là là, non, moi je vais aller en école publique avec mes amis. Mais non, vraiment, il faisait... C'est même pas une question d'école privée, d'école publique, c'est on va se sacrifier parce qu'on va te donner ce que nous, on croit est le meilleur. Tu vois? Et bah ouais. Mais en fait, toi, tu reproduis la même chose, le même schéma avec ton fils. Et c'est vrai que tu me disais que tes parents, 40 ans de vie commune. 40 ans, et même à l'heure d'aujourd'hui, ils ont du mal à passer quelques jours éloignés l'un de l'autre. Alors moi, je regarde ça, mais c'est incroyable pour moi parce que enfant unique, majorité, bien célibataire. Toi, peut-être, tu ne te voyais peut-être pas genre mère célibataire et tout. Tu te disais, est-ce que tu allais avoir un petit schéma comme tes parents et tout? Je pense que tout le monde s'est dit ça, ouais. Je m'étais dit, si un jour ça arrive, ça arrivera comme ça, oui. Mais écoute, et puis vraiment, mes parents, ils ont toujours été ouverts d'esprit alors qu'eux-mêmes n'ont pas forcément été élevés comme ça. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est une donc génération qui est autre, des mœurs qui étaient autres aussi, c'est ça. Tu vois. Ouais, donc j'ai vraiment toujours eu de la chance à ce niveau-là et en agissant comme ça, c'est comme ça où tu n'as que du bonheur en fait, qui revient vers toi. C'est un cercle vertueux. C'est ça, c'est vraiment ça. Un cercle vertueux que j'ai pas forcément ni le temps, ni l'envie, ni même, soyons honnêtes, les capacités. Mettre sur médias sociaux, c'est pas trop mon truc. Est-ce que tu arrives à te projeter vers le futur? Tu te vois comment dans 5 ans du coup? Alors, je sais pas, déjà... Est-ce que... Moi, j'arrive plus à me projeter, je te jure. Ouais, non, j'essaye d'avoir des projets, j'essaye de tenir ma barque et tout. Je comprends. T'as beau te dire, t'essayes d'être au top du top du top des 1% mondial, juste pour pouvoir donner à ta famille, à tes enfants les meilleures opportunités, les meilleures chances. Mais même dans cette position, tu dis en fait, t'es sûr de rien, tu sais pas... Tu peux pas assurer la sécurité, je sais pas, j'en sais rien. C'est tragique. Ces situations, c'est vraiment, vraiment tragique. Mais à côté de ça, moi, quand je vois en Amérique du Nord les valeurs, tout, moi, Ouais, ça te fait du bien de rentrer en France de temps en temps quand même. Ça fait du bien de rentrer en France, mais plus ça va et plus je regarde vers le Moyen-Orient. C'est vrai, tu vas faire tes parfums là-bas aussi. Mais même, je respecte énormément la culture, je respecte les valeurs familiales. Et c'est là où tu te rends compte que la propagande de l'Ouest et la manière dont c'est perçu c'est faux. Par l'Occident, c'est vraiment propagande. Écoute, merci Sophie. C'était un plaisir de te recevoir. Oui, enfin, en personne. Tu viens quand tu veux à la maison. Oui. Et je te souhaite le meilleur pour toi, pour ta famille, pour toi tes aussi. parents, ton fils, tout le monde. Et voilà, et un grand succès pour tes parfums. Merci. Donc le nom, c'est quoi déjà? Odanis. Odanis. Oui. Donc allez tous suivre Sophie Knows Better en social media. Vous allez voir, bientôt elle va sortir ses parfums et tout ça. Si vous voulez même prendre ses œuvres d'art, elles sont disponibles en NFT. J'ai vu ça. C'est vrai, j'avais fait des NFT. J'avais fait des NFT. Sinon, vous pouvez commander sur son site internet si jamais il y a des tableaux qui vous plaisent. Busta Rhymes, c'était ton premier client. C'est fou ce que tu m'as raconté. Et j'ai remarqué en fait toutes les choses dans ma vie qui se sont toujours bien passées. Ce sont toujours des choses qui se sont faites de manière inattendue. Et c'était pas quelque chose de traditionnel. C'est fou, faut lâcher prise en fait. Ouais, c'est ça la clé C'est exactement ça, lâcher prise et juste te laisser guider. Ok, laissez-vous guider les amis, laissez-vous guider sur l'Instagram de Sophie, ajoutez-la et vous likez la photo, vous la partagez si vous avez kiffé. Voilà, on vous fait de gros bisous, à la prochaine, salut.